Bonjour Louis. Bonjour cher Richard. Alors vous nous revenez avec une de vos chroniques inénarrables et notamment vous vouliez commencer cette semaine par la mort d'Aboubacar Cissé et le cirque absolument ahurissant auquel on a assisté depuis. Mais oui cher Richard, alors tout commence avec un meurtre, celui d'un clandestin malien, Aboubacar Cissé. Et immédiatement, la machine s'emballe. Pascal Praud nous retrace cette chronologie édifiante avec une certaine justesse et qui illustre la manœuvre d'une vraie récupération politique. L'agence France-Presse, l'information tombe vendredi à 13h22. Voilà ce qui est écrit. Un fidèle musulman tué à coups de couteau par un autre fidèle dans une mosquée du Gard. Ça, c'est l'agence France-Presse. Nous sommes vendredi. La dépêche parlait à cette heure-là de 2 fidèles. 20 minutes plus tard, à 13h42, l'AFP, un acte dont le mobile est pour l'heure indéterminé. Agence France-Presse. Bruno Retailleau réagit à 14h48. La première dépêche était de 13h22. À 14h48, que dit-il? Un homme a été atrocement assassiné ce matin dans la mosquée du Grand Combe. Je veux dire mon soutien à la famille de la victime et ma solidarité à la communauté musulmane touchée par cette violence barbare dans son lieu de culte le jour de la grande prière. On est moins de 2 heures après. Il est le premier à réagir. Personne n'a réagi, ni la France insoumise, ni de personne. Bon, samedi, il y a un flou qui règne sur le mobile du meurtre. Aucune réaction. Jean-Luc Mélenchon ne parle pas, samedi. En début d'après-midi, alerte AFP. Le meurtrier d'un fidèle est entendu insultant Allah sur une vidéo, juste après son attaque. Un peu plus tard, à 14h49, je cite, le meurtre pourrait être un acte à dimension islamophobe. Ça, c'est l'AFP, qui parle d'ailleurs d'islamophobie. Ce qui est un terme déjà qui fait sens. Donc là, on est le samedi, 24 heures plus tard. Et c'est à ce moment-là que Jean-Luc Mélenchon se manifeste à 16h20, en écrivant « L'islamophobie tue, tous ceux qui y contribuent sont coupables, rien avant ». Et là, c'est le début, évidemment, de la récupération et de l'instrumentalisation politique. Donc ce que je dis là, c'est factuel. Donc quand ce député dit que c'est l'indifférence générale, c'est faux. Donc la France insoumise est prête à tout, y compris à mentir. Tout à fait, voilà donc. C'est incroyable. La France insoumise est prête à mentir. On est sur le cul. Ouais. Non mais c'est assez juste. Hein. Et l'essayiste Julien Rochdy le dit sans détour. Nous avons chacun nos morts. Certains pleurent des victimes d'origine immigrée et d'autres pleurent celles de souche française. 2 poids, 2 larmes. Je vais dire une chose très simple et très dure à entendre. C'est qu'aujourd'hui, chacun ses morts. C'est ça le drame, effectivement. Le drame d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de la France islamo-gauchiste qui a ses morts, qui a ses martyrs, qui a sa tendresse et ses pleurs et ses affects. Et il y a une autre France qui n'a pas les mêmes. Et ça, je le déplore, mais c'est eux qui ont fabriqué une société aussi fracturée. Voilà, donc ça aussi c'est très juste. Hein. Et il en est de même pour le président de Reconquête, Éric Zemmour. Quand j'ai vu M. Mélenchon, puisqu'on parlait avec M. Mélenchon, qui pleurait en consolant les pauvres musulmanes, qui disait que les musulmans avaient peur, moi, je vais vous dire, j'ai pleuré aussi, mais sur la mort de la petite Lola, massacrée par une Algérienne sous OQTF. J'ai pleuré quand j'ai vu le petit Thomas exécuté à Crépol. J'ai pleuré pour la mort de la petite Philippine. Et pour le petit Elias et pour tant d'autres, tous tués par des musulmans. Je voudrais dire que on n'a pas les mêmes larmes avec M. Mélenchon, on n'a pas les mêmes pleurs, on n'a peut-être plus le même peuple. Mais derrière les larmes, une vérité dérangeante. Jean-Loup Bonamy la résume, la société multiculturelle est une société multiraciste. Je remarque que malheureusement, la société multiculturelle est une société multiraciste, avec toute forme de communautés dressées les unes contre les autres, les Roms contre les Maghrébins et les Africains. J'ai vu récemment des affrontements entre Turcs et Kurdes, etc., etc. La France devient un terrain d'affrontement entre communautés, et justement, d'ailleurs, c'est assez révélateur que cette personne soit originaire de Bosnie, c'est-à-dire des Balkans, puisque en fait la France se balkanise, et ce qui a été vécu en ex-Yougoslavie, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous, de toutes les communautés. Est importée en France ? Eh bien, c'est pas qu'elle est importée, mais c'est que la France commence à ressembler à ça, commence à ressembler au Liban ou aux Balkans, à l'ex-Yougoslavie, une société multiculturelle qui est en train de devenir une société multiraciste. Et chaque drame relance ce déni.
Après la mort de Lola, après la mort de Thomas, Mathilde Panot, la députée Les Filles, qu'on connaît bien, martelait honteusement que le racisme anti-blanc n'existait pas. Je le rappelle, est une invention de l'extrême droite. Ah oui, d'accord. Et donc en Moselle, le 9 décembre dernier... Édouard Philippe aussi, dans les colonnes du Journal du Dimanche, la semaine dernière, a repris... Donc quand en Moselle, le 9 décembre dernier, il y a un homme qui se fait planter de 9 coups de couteau au cri de sale blanc et de sale gouère, c'est pas du racisme anti-blanc? Alors je peux vous redonner des chiffres? Vous aimez les chiffres? Je vais vous donner J'aime beaucoup les chiffres, je sais que votre maman est prof de maths et vous devez être doué là-dedans, mais ça m'intéresse. Allez-y, dites-moi. Alors non, ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc, ça s'appelle... Sale blanc, sale gouère avec 9 coups de couteau, ça s'appelle des appels à la haine. Un joli culot encore, mais François Bousquet, preuve à l'appui dans son dernier livre, le dit haut et fort. Oui, le racisme anti-blanc non seulement existe, mais il bouleverse la vie de ces jeunes Français de souche obligés de s'assimiler à l'envers. Pour éviter de subir ce racisme anti-blanc, on observe une certaine adaptation, un certain mimétisme, une certaine assimilation à l'envers. Oui. Moi, j'ai été confronté à des témoins. C'est la plupart des gens, on les perd, ceux qui s'assimilent à l'envers, parce qu'ils se racaillisent, ils adoptent des formes de dimitude, et certains vont jusqu'à la conversion. Moi, j'ai un témoin à Lyon qui s'appelle Paul, qui est devenu Ibrahim, et en tant que Ibrahim, il en est revenu, bien sûr. Désormais, c'est un militant identitaire à Lyon Populaire. Il en est revenu, mais quand il est devenu Ibrahim, et c'est fascinant, ces mécanismes d'assimilation à l'envers, il attaquait des blancs en tant que blanc, alors que lui-même était blanc. Voilà, c'est pour ça que je vous demandais ma première question. Qui sont les auteurs? Alors les auteurs... En général, comme vous dites, ils peuvent être effectivement non blancs, mais ils peuvent aussi être blancs. C'est intéressant. Ils peuvent être des blancs, oui, c'est le cas de phénomènes d'assimilation à l'envers, avec des logiques d'identification en miroir, dans un univers où la hiérarchie de prestige, c'est plutôt l'islam, d'où le choix de Paul devenant Ibrahim, parce qu'il y a un rapport de force. Je les accable pas. On parle de jeunes gens qui sont totalement minoritaires, dans des univers scolaires, dans des quartiers. Surtout dans les collèges, vous dites. Dans les collèges, principalement, mais pas que, où ils sont totalement minoritaires. Donc ils doivent s'adapter à l'univers environnant, à la jungle environnante. Et pendant que la République rend hommage à Aboubacar Cissé, l'écrivain Gérard Millet nous rappelle un fait qu'on aimerait étouffer. Aboubacar Cissé était bien un clandestin, mais la République française a quand même plié face à la gauche pour lui rendre hommage. Monsieur Cissé, qui a été malheureusement, et je condamne absolument ce meurtre dans cette mosquée, était un clandestin. Même cet assassinat peut-être. Ouais, cet assassinat, c'était un clandestin, me semble-t-il. Or, il y a une contradiction à voir la République honorer d'une minute de silence un clandestin. Déjà, je trouve que c'est une contradiction insupportable. Et pendant ce temps, les injonctions morales continuent. Jamais le terme islamophobe n'aura autant fait parler de lui. Et très vite, deux camps se dessinent, ceux qui le dénoncent et ceux qui rappellent qu'en République, nous avons le droit d'être christianophobes, islamophobes et critiquer toutes les religions, sauf une, selon Christophe Barbier. L'islamophobie, c'est quoi? C'est le droit au blasphème, c'est le droit de critiquer une religion. On peut être dans la phobie d'une religion, ne pas l'aimer. Donc ça veut dire, Christophe Barbier, que quelqu'un qui dirait je suis judéophobe, il pourrait le dire sans être taxé d'être antisémite. Tout dépend ce qu'on met derrière. Quand on dit judéophobe, il est évident que c'est détester les juifs. Donc ça, c'est interdit. Voilà, au moins c'est clair. Et pendant que l'extrême gauche instrumentalise, Sabrina Medjeber rappelle de son côté qu'on a bien sûr aussi le droit d'être islamophobe. Et la façon dont certains hommes politiques et femmes politiques se sont emparés de cette affaire, comme des charognards autour d'un corps à peine chaud, qu'ils ont instrumentalisé la mort de ce monsieur au nom de l'islamophobie, qui, je le rappelle, comme le dit Florence Berger-Blaclair, est un djihad défensif. L'islamophobie, c'est la critique de l'islam. La critique des religions est autorisée dans notre pays. Utiliser ce dispositif vise à criminaliser les consciences. Et les mêmes, je termine là-dessus parce que c'est important pour moi, Johan. Mais vous pouvez m'appeler Johan, c'est un journaliste brillant. Les mêmes qui essentialisent les musulmans et qui appellent à l'islamophobie n'ont pas un mot pour les musulmans, justement, qui critiquent l'islam et qui risquent leur vie au nom de l'apostasie. Et dans les travées du Parlement, Stéphane Séjourné dévoile le vrai projet de ces mondialistes responsables de ce désastre, pérenniser l'immigration de masse, quel qu'en soit le prix. Il y a deux phénomènes pour pallier le manque de travailleurs en Europe à terme. C'est des vagues de migration nécessaires j'ai envie de dire, une augmentation de la productivité. Et une augmentation de la productivité, vous l'aurez uniquement avec l'intelligence artificielle. Donc oui, il nous faut une stratégie sur le long terme. Et Emmanuel Macron enfonce le clou. La France ne se définit ni par le sang, ni par une race, ni par une religion, ni par une identité figée. En clair, la France n'est plus la France. La France
patrie de volonté et de bravoure, qui ne se définit ni par le sang, ni par une race, ni par une religion, ni par une identité figée, mais une volonté chaque jour recommencée d'accomplir de grandes choses, avec une poignée de notre terre dans la main. Et pourtant, comme on le dit à Cameron, français non par le sang reçu, mais par le sang versé. Voilà. Je pense que Macron a tort. Bah oui, non, mais surtout qu'il le disait face à des légionnaires, c'est ça qui est vraiment terrible. Et après ces mots d'un vide et d'un creux sidérant, place au coup. Et ces 2 policiers qui en ont fait les frais ce week-end, après avoir été lynchés par des dizaines de racailles en empêchant un rodéo urbain, on n'est pas passé loin d'une nouvelle affaire Naël. Oh là, tu vas pas tirer. Tu fais quoi là? Là, c'est filmé. C'est filmé. Regarde, tire, vas-y, tire. Par là, tire. Tire. C'est filmé, fils de pute. C'est filmé, fils de pute, va. Lâche ta mère, fils de pute, va. Nique ta mère, la pute. T'as allumé, nique ta mère. Inch'Allah, tu meurs, fils de pute, va. Lâche ta mère, la pute, va. T'as tiré, fils de pute, va. Nique ta mère, la pute, fils de pute, va. Je crois, oui, puis vraiment, il a compris la communication. Il faut répéter le message. C'est ça. Là, je pense que c'est rentré. Hein. Et en parlant de rodéo urbain, Charlotte Dornelas, dans une intervention poignante, rappelle ces victimes qui, étrangement, n'attirent pas l'attention d'une certaine sphère médiatique et autres insoumis. Il y a quand même une question qui supplante, on va dire, ces images et la manière dont on les aborde. C'est que moi, j'aimerais savoir c'est quoi la doctrine, en fait. Parce que qui se souvient de Camilla, 7 ans, qui est morte, elle, d'un rodéo urbain? Il n'y avait pas la même sidération, il n'y avait pas la même peur. C'est sûr, on n'avait pas peur que les banlieues se lèvent, on n'avait même pas peur que la France insoumise descende dans la rue pour faire une manifestation. Qui sait que le 21 avril, une famille entière a été percutée par un refus d'obtempérer? Mais qui le sait? Qui le sait que le père de famille est à l'hôpital? Il fallait quoi? Il fallait qu'il soit dans la voiture qui refusait d'obtempérer pour que quelqu'un s'y intéresse? Qui sait qu'il y a 5 jours, 2 jeunes sont morts dans un rodéo urbain en percutant leurs 2 motos? Mais ils sont morts, hein, ces jeunes, mais tout le monde s'en fout. Mais face au chaos, certains osent plus que d'autres. Dominique Régnier l'affirme, il faut changer de régime pour contrer l'insécurité. Un aveu rare, mais plutôt lucide. Face à une telle société, l'État ne pourrait reprendre la main qu'en changeant la nature de son régime. Ah oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Donc, régime autoritaire. Bien sûr. Bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas changer l'état du droit. Changer le régime, c'est-à-dire que c'est un régime autoritaire. Comme au Salvador, quoi. Enfin, je ne sais pas, dans le détail, je ne sais pas, mais je ne vois pas. Que les gens comprennent bien. Pour un exemple d'avoir soit clair. Non, je parle. Enfin, moi, je trouve que c'est un énoncé important et compliqué un peu à articuler, mais c'est un énoncé important. C'est-à-dire que nous sommes au bout de ce que peut faire un État libéral démocratique. Et que sa propre population est capable d'accepter. Par exemple, les portiques, ça va, mais si on commence à multiplier les contrôles, les mêmes personnes sont opposées à cela. Il y a des manifestations, vous le savez, 200-300 personnes qui viennent empêcher l'expulsion d'un OQTF qui doit partir. Analyse très juste et qui mène à ce constat terrible. Il est trop tard pour sortir la France du chaos sécuritaire de façon pacifique. Soit on laisse faire et les racailles du narcotrafic se répandront, soit on décide d'agir et les racailles du narcotrafic se défendront, avec toutes les conséquences dramatiques qu'elles impliquent. Mais Philippe de Villiers propose, malgré tout, un plan choc pour nous sortir de là. Si on était courageux, vous savez ce qu'on ferait? Moi, si j'étais au pouvoir, premièrement, je fais une grande politique, on stoppe l'immigration. De manière définitive, on sort de Schengen. Deuxièmement, on fait une grande politique de francisation, de refrancisation. Il faut que les petits Français, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, apprennent à aimer la France. Troisièmement, on interdit les frères musulmans. Et quatrièmement, j'interdis les milices par avance, là, avec une procédure judiciaire tout de suite sur le... Comment vous l'appelez? Richie Thibault. Voilà. Richie. Voilà, donc 2 poids, 2 morts, mais une seule vérité. La France qu'ils veulent n'est pas la nôtre. Et tant qu'il restera une voix pour la dire, leurs mensonges ne régneront jamais en paix. Voilà, Merci beaucoup, Louis Rigodia. Merci, à bientôt.